Allez, c'est parti. En tant qu'historien, il n'y a rien de plus fascinant que de pouvoir enfin ouvrir des dossiers déclassifiés. Aujourd'hui, on va mener une véritable enquête pour mettre en lumière l'architecture financière et psychologique cachée derrière l'une des dictatures les plus sombres de l'histoire. Oublions les mythes populaires un instant et basons-nous strictement sur ce que les archives secrètes ont récemment révélé. Pour garder une approche parfaitement objective, on va structurer cette analyse en 5 grandes zones d'ombre. On commencera par les financiers cachés, puis le scandale du transfert d'or, les dizaines de complots déjoués, la vraie santé médicale du dictateur, et on finira par démêler le vrai du faux sur sa mort. Première étape de notre enquête, les financiers de l'ombre. On va voir comment on a construit cette machine. Cette petite phrase résume tout. Les archives nous prouvent que dès le départ, ce n'est pas juste le charisme ou l'idéologie qui ont pavé la route vers le pouvoir absolu, c'est l'argent. Sans un soutien financier massif, ce mouvement serait probablement resté totalement marginal. C'est toujours édifiant de lire les noms sur ces vieux documents. On y trouve de grands industriels allemands, des magnats du charbon et de l'acier qui ont financé le régime par pur calcul. Pour eux, c'était un moyen radical de briser les syndicats, de contrer le communisme et de s'assurer des profits gigantesques avec le réarmement. C'était du cynisme à l'état pur. Mais le plus troublant, c'est que cette complicité industrielle dépassait largement les frontières allemandes. Les documents déclassifiés révèlent des liens financiers opaques avec ce qu'on appelait parfois la fraternité. De grandes multinationales américaines et britanniques ont maintenu des relations très lucratives avec le régime nazi. L'appât du gain a clairement aidé à consolider la dictature. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Comment la complicité du système bancaire a financé cette expansion ? 5,6 millions de livres sterling, c'est une somme absolument faramineuse pour l'époque. Et cela représente la valeur de l'or tchèque qui a été discrètement transféré aux nazis juste après l'invasion de 1939. Le pire, ce transfert a été orchestré par la Banque des règlements internationaux avec l'accord silencieux de banquiers alliés, créant d'énormes tensions diplomatiques à l'aube du conflit mondial. Quand on confronte les discours de l'époque à la réalité, l'hypocrisie saute aux yeux. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a osé justifier le transfert de cet or volé en se cachant derrière l'indépendance de la Banque centrale. En clair, on a préféré respecter les règles bancaires plutôt que la morale, finançant directement l'effort de guerre qui allait embraser le monde. Passons au troisième chapitre, l'illusion d'invulnérabilité. Car de l'intérieur, la résistance a bel et bien existé. C'est un chiffre qui donne le vertige, 42. C'est le nombre de complots officiellement documentés menés par des citoyens ordinaires ou des hauts gradés pour assassiner le dictateur. Alors la grande question que se posent les historiens, c'est pourquoi toutes ces tentatives internes et ces plans alliés ont-ils échoué ? Prenez l'attentat de George Elzer en 1939. C'était un plan méticuleux. Mais à cause d'un simple brouillard, le dictateur a dû prendre un train au lieu de l'avion, ce qui a avancé son départ. Il a quitté la salle 13 petites minutes avant que la bombe n'explose. C'est la météo, un niveau de sécurité paranoïaque et une chance insolente qui l'ont sauvé à chaque fois. Et le vrai problème, c'est qu'à force de frôler la mort, le dictateur a fini par y voir la main d'une providence divine. Ça a complètement nourri sa propre propagande, décuplé son ego et renforcé une paranoïa maladive. Il ne faisait plus confiance à personne, même pas à ses propres généraux, ce qui a totalement isolé son processus de décision. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième dossier. On va analyser le patient A, son profil psychologique et sa consommation de drogue. En 1943, les services de renseignement américains de l'OSS se heurtaient à un mur. Ils n'arrivaient pas à comprendre la logique derrière les ordres militaires ennemis. Ils ont donc missionné leur psychologue pour répondre à cette question. Comment cet homme prenait-il réellement ses décisions ? La réponse se trouvait en grande partie dans la trousse du docteur Morel, son médecin personnel. Ses journaux médicaux dévoilent un traitement stupéfiant. Un cocktail quotidien d'amphétamines, d'hormones et même de toxines pour la digestion. Cette pharmacopée délirante le faisait passer d'une fatigue extrême à une euphorie totalement artificielle, ce qui influençait directement son comportement décisionnel. Quand on lit les notes du médecin, le mythe de l'homme d'acier s'effondre. On découvre plutôt un grand malade, intensément hypocondriaque, complètement obsédé par son propre corps et terrifié par l'idée de mourir subitement. Les rapports secrets de l'OSS, en particulier ceux du docteur Langer, établissent une corrélation claire. Cette grave dépendance aux drogues, couplée à des troubles neuropathiques, a conduit à une folie des grandeurs et à des choix stratégiques désastreux. Ajoutez à cela une chaîne de commandement fragmentée et vous obtenez un véritable chaos militaire sur le terrain. Pour terminer notre enquête, abordons le 5e point, la mort du dictateur et les rumeurs qui ont suivi. Regardez ce document authentique du FBI de 1945. Il montre à quel point les services de renseignement américains étaient sur les dents. Basé sur les dires de certains informateurs, des archives secrètes affirmaient très sérieusement qu'il aurait pu fuir en Amérique latine à bord d'un sous-marin.
Même le grand patron du FBI, J. Edgar Hoover, s'est personnellement impliqué. Ce mémo déclassifié prouve que le gouvernement a dépensé des ressources astronomiques pour traquer ces rumeurs sud-américaines et tenter de démanteler les fameuses routes d'exil. La paranoïa ambiante de voir ressurgir le régime nazi poussait les agences à explorer les pistes les plus folles. On examinait des mouvements supposés, des faux passeports, on a même suivi des pistes farfelues allant de Los Angeles jusqu'à la Martinique. Mais en tant qu'historien, il faut séparer ces légendes urbaines suivies par le FBI de la stricte vérité historique. Les documents officiels montrent qu'une autopsie dentaire soviétique avait confirmé le suicide dès 1945. Le truc, c'est que Staline a volontairement gardé le secret pendant des années, uniquement pour manipuler l'Occident et semer la paranoïa. En rassemblant toutes les pièces de ce puzzle déclassifié, on comprend une chose essentielle. Cette dictature n'était pas l'accident solitaire d'un orateur charismatique. Elle reposait sur l'opportunisme absolu des banques, la complicité des multinationales étrangères, et elle était dirigée par un homme dont le jugement était complètement faussé par les drogues. Et pour conclure notre analyse, cela nous laisse avec une vraie réflexion. Si l'histoire a pu nous cacher pendant si longtemps une telle complicité d'entreprises internationales et un tel effondrement psychologique en coulisses, quelles autres vérités fondamentales dorment encore tranquillement dans les archives secrètes du monde entier ? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.